Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans D'abord un café, le format qui, comme le café, réveille votre curiosité, un format qui lève le voile sur des sujets qui touchent à la société et à l'actualité, et à chaque fois autour d'un grand témoin. Et pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un avec qui j'ai eu le plaisir de travailler. Alors ça va pas nous rajeunir, c'était il y a plus de 10 ans, nous étions alors jeunes communicantes ou juste diplômés et déjà lancés dans la broyeuse d'une grosse agence parisienne, dont nous tairons le nom, et goinfrés d'idéaux et de rêves, nous nous abreuvions de Mad Men, du discours à l'ONU de Dominique de Villepin, mais nous passions le plus clair de notre temps à faire des PowerPoint, ou plus honnêtement, à la machine à café de l'agence, à bitcher sur les collègues et à se demander comment Jean-Marc, le directeur clientèle, avait bien pu décrocher ce job en ayant le cuit d'une huître, le rire d'un phoque et la laine d'un poney. Le temps a passé, notre invité, lassé d'un climat délétère de l'agence, s'est lancé en politique dans sa ville d'origine, Vernon, prenant brillamment la succession de Sébastien Lecornu. Il fait donc de la politique cette fois-ci concrète et ancrée dans les territoires, ce qui revient à alterner des débats politiques de haut vol avec des discussions un peu plus, disons, terre à terre. Jean-Marc, le directeur clientèle, celui avec la laine de poney pour ceux qui n'ont pas suivi, a laissé la place à Lucien, qui n'a pas un rire de phoque, mais qui a un avis sur tout. Là est d'ailleurs le drame. Des trous dans la chaussée, aux trous de la couche d'ozone, Lucien a la solution, et en général, elle n'est pas compliquée. C'est bien le problème. Aujourd'hui, notre invité alterne entre des yaka faucons que tout le monde ressasse et des planifications stratégiques que personne ne comprend. On va parler politique, communication et peut-être un peu perso. J'ai le plaisir d'accueillir François Ouzillot. François, comment ça va ? Très bien, Pierre, et toi ? Bah écoute, moi ça va très bien, je rappelle, moi je te connais très bien, mais pour nos amis qui ne te connaîtraient peut-être pas, que tu es donc maire de Vernon, président délégué de Seine-Normandie Agglomération et conseiller régional de Normandie. Absolument. Est-ce que tu t'es un peu reconnu dans ce portrait ? Il est au vitriol. Mais, enfin, sur toi, hein, mais... Non, mais ça a le mérite de poser le débat, effectivement, sur un monde qui est clivé entre beaucoup d'experts qui ont un avis sur tout et surtout un avis, et les politiques publiques qu'on représente, qui essayent de justement trouver des solutions à ces problèmes qui sont de plus en plus nombreux et à ces personnes qui deviennent de plus en plus consommatrices de services publics et de politiques publiques. Alors moi, j'ai une question à te poser en préambule, qui est assez personnelle, mais qui va quand même faire synthèse. Pourquoi tu as choisi la voie politique ? Alors ça a commencé très jeune au collège où je m'intéressais déjà aux émissions politiques. Il n'y avait pas toutes les chaînes d'infos, ça ne nous rajeunit pas. Il n'y avait que le service public globalement, avec des émissions en deuxième partie de soirée sur globalement les campagnes électorales et tout le cycle d'élections qui est quand même assez important dans ce pays. On avait déjà Yves Calvi et d'autres. Exactement. Et donc du coup, avant de me coucher, à l'époque du collège ou du lycée, je regardais ces émissions-là. Et très vite intéressé par ce qui se passe dans le monde, en fait, ne voulant pas forcément être spectateur, mais acteur. Et puis par le jeu des opportunités, au sens premier du terme, et voyant l'ascension d'un homme politique dont je me suis jamais caché être plutôt admiratif, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, comme beaucoup de jeunes de ma génération. Quand il était ministre de l'Intérieur, on s'est beaucoup intéressé à son parcours et on l'a suivi jusqu'à la présidentielle de 2007. Et c'est là où un certain nombre d'entre nous, on a pris nos cartes. Et un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, que j'ai connus à l'époque, sont aujourd'hui ministres dans le gouvernement actuel. Et donc, ayant une sensibilité plutôt à droite, ayant tout simplement envie de ne pas forcément juste critiquer, faire la ponctuation, mais agir, en fait. Parce que, comme justement tu l'as dit en préambule, et c'est un peu ce qu'à mon avis, l'idée que tu voulais faire passer, la critique est aisée, l'art est difficile, j'ai préféré agir. Ouais. Et tu as agi du coup au plus, j'ai envie de dire, au cœur. Au cœur de la ville dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle j'ai fait de la maternelle jusqu'au bac, que j'ai vu péricliter début des années 2000 jusqu'à temps qu'on arrive, en toute modestie, pendant près de 10 ans, où je sentis qu'un certain nombre de choix auraient dû être faits et n'ont pas été faits, un constat qu'on a fait avec effectivement Sébastien Lecornu. Et puis la bande de copains est devenue une liste, les idées un projet, même un livre d'ailleurs, qu'on a auto-édité, qu'on a écrit nous-mêmes, en ayant benchmarké un peu ce qui se passait dans d'autres villes qui pour le coup avaient pris des bons virages. Nous on a regardé passer les trains, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, pendant très longtemps, et on s'est dit pourquoi pas nous ? On était jeunes, à l'époque on faisait pas confiance aux jeunes en politique, depuis les choses ont changé, mais ça remonte déjà il y a 10 ans. Et en fait on prend une mairie de 25 000 habitants, ce qui est considéré quand même comme une ville moyenne en France, à moins de 30 ans. Donc il a fallu quand même beaucoup travailler pour être légitime. Alors tu vois, tu parles d'un sujet qui est intéressant, c'est l'âge, l'agisme même on pourrait dire aujourd'hui en politique, puisque c'est vrai que quand on s'est intéressé à la politique, je pense tous les deux au même âge à peu près, on avait quand même des gens
sur le devant de la scène, qui étaient des papas, voire des grands-pères, hein, qui étaient quand même des darons, des hommes politiques âgés. Moi, j'ai des souvenirs de Gaudin, vraiment de ces mecs-là, quoi. Hein. Je pense à lui, et c'est vrai qu'on est passé tout d'un coup dans un paradigme vraiment de jeunisme. Je disais d'agisme, mais c'est vraiment du jeunisme. Alors, on peut citer là autour de nous le Premier ministre, hein, tout simplement, Gabriel Attal. Mais on a même dans l'ensemble, le président de la République également, hein, qui est quand même pas bien vu. En fait, ce constat, il vient avec une critique, et en fait, je voulais t'en parler, parce que moi, j'aurais aimé avoir ton avis là-dessus. Il vient avec une critique qui est une critique un peu du c'était mieux avant, évidemment, en filigrane, qui est est-ce qu'on assiste à une baisse de niveau du politique et est-ce qu'on assiste à une nouvelle génération de politiques qui sont, par exemple, pour prendre le cas d'un politique très médiatique qui est Jordan Bardella, extrêmement médiatique, extrêmement bon communicant, extrêmement jeune, et en même temps où tu sens pas forcément un fond qui peut être, si tu veux, le même qui a pu t'animer toi lorsque tu t'es lancé ou qui a pu constituer, si tu veux, ce qui t'intéressait chez tes idoles. Tu parlais de Nicolas Sarkozy, mais tu vois, bon, j'ai cité Dominique Villepin, on peut en citer d'autres. Le Figaro faisait un article récemment sur tout ce qu'avait Pompidou que n'a pas la génération actuelle, tu vois. Enfin, c'est un. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu penses de cette critique-là, qui est quand même récurrente dans les médias aujourd'hui, sur justement le jeunisme dans la politique à l'heure actuelle? Je vais le faire en plusieurs temps. Première remarque, on a appauvri la politique parce qu'on a voulu laver plus blanc que blanc. C'est-à-dire qu'on a sous-payé, et je suis désolé, moi je rentre directement dans le tas, hein, on a sous-payé les politiques, et je ne parle pas forcément des élus de la strate de ma population, mais je pense très fort aux maires ruraux, je l'ai déjà eu l'occasion de le dire sur d'autres médias. Le maire d'un petit village de 500 habitants, c'est une occupation à temps complet et c'est quelques centaines d'euros par mois. Combien? 700, 800 euros. Ouais. Et il n'a pas d'adjoint. Tu fais maire, tu fais médecin, tu fais confident, tu ramasses malheureusement les animaux de mort par accident, tu interviens dans un certain nombre de foyers pour des sujets très personnels, très familiaux. Bref, t'es la personne à tout faire. Et ça, c'est 800 euros par mois. Donc en fait, on a généré une crise de l'engagement. Et ça vaut à la fois, je ne veux pas faire ma causette en politique, mais ça vaut à la fois pour le personnel politique comme pour le personnel associatif. On le voit bien dans le caritatif, dans un certain nombre d'associations, qu'elles soient sportives, culturelles. On a une vraie crise de l'engagement. Le statut de bénévole, malheureusement, a été peu entretenu ces dernières années. Et puis, comme quand on fait de la politique, ça prend énormément de temps, soit il faut abandonner son premier métier ou son vrai métier si on en a eu un, pour s'engager totalement en politique. Sinon, on n'est pas suffisamment présent parce que, comme je le disais en préambule, les citoyens sont de plus en plus consommateurs de services publics, donc de politique. Ou alors, on fait les deux et on le fait à moitié. Donc déjà, voilà. Puis, tous les scandales qu'on a connus quand on était ado, un certain nombre de scandales qui malheureusement n'ont pas rendu service à la politique. Je ne citerai pas de nom, mais je pense que tout le monde a des exemples en tête, dans les années 90, début 2000, ont malheureusement donné une mauvaise image de la politique. Et notre génération, quand on est arrivé, eh bien, on a voulu vraiment, pour le coup, démontrer qu'on était éthiquement responsable. Et pour exemple, on sait très bien qu'il y a eu un certain nombre de sujets avec l'argent public. La moindre boîte de chocolat que je reçois, je la donne au personnel de la mairie et notamment parfois à mes proches collaborateurs. On fait attention à tout. On est devenus des paranoïaques de tous ces sujets à partir du moment où le denier public est concerné. L'autre volet, c'est est-ce que en gros la forme a pris la place sur le fond? C'est certain, mais parce qu'encore une fois, je te le disais tout à l'heure, quand je regardais les émissions politiques, il n'y en avait que quelques-unes de qualité sur le service public, avec des intervenants de bon niveau. Aujourd'hui, on est sur le fast-food de la politique. Les chaînes d'infos en continu en est une sorte, les réseaux sociaux en est une autre. Les gens s'informent très rapidement. Il y a plein de choses fausses qui circulent et on considère que c'est des vérités. Donc nous, on doit se battre par rapport à ça. Et le Rassemblement national, je suis là pour donner mon avis, donc je vais le donner, malheureusement, a sombré dans le populisme le plus crasse et se sert de tout ce qui se passe, de tout ce qui se dit pour aller flatter, entre guillemets, les gens dans le bon sens du poil et notamment, hélas, ceux qui ont des problèmes, des vrais problèmes de précarité, leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Et comme aujourd'hui, le Rassemblement national n'est pas au pouvoir, ça coûte pas cher de raconter n'importe quoi quand on est dans l'opposition. Et être aux manettes, c'est un peu différent, ça demande un peu plus de responsabilités, ça demande de travailler et puis surtout, ça demande d'avoir des résultats. Quand on est opposant, on peut raconter n'importe quoi, ça coûte pas cher.
Jordan Bordella, si on devait effectivement juger en tant qu'ancien communicant, enfin toi toujours communicant et moi entre guillemets un peu ancien, ça fait le boulot en termes d'éléments de langage. Mais par contre, une fois qu'on a gratté un peu le vernis, il n'y a pas grand-chose. Donc je serais très inquiet si ces personnalités-là, qui sont celles que l'on nous montre en tête de gondole, arrivaient demain au pouvoir. Parce que je vous assure que derrière la gondole, c'est pas toujours beau à voir. Mais tu l'as dit, c'est quand tu dis tête de gondole, c'est intéressant, c'est qu'il y a le produit marketing. C'est un produit marketing. Il est plutôt beau mec, c'est le genre idéal, il est jeune, il s'habille bien, il est sympa. Bon, faut dire ce qu'il est, hein. On parle pas des idées, là, on parle du bonhomme. Et justement, aujourd'hui, tu as le sentiment, moi j'ai le sentiment, que la com politique, à l'époque de Sarkozy, on faisait déjà la critique de l'hyper-président, tu t'en souviens? L'idée, c'était de dire, il occupe le terrain, il est partout, on a tout mis sur lui. Mais à la rigueur, on aime pas Sarkozy, il y avait une dimension, il y avait une ligne, il y avait une dimension idéologique, il y avait une vision internationale, une vision pour la France, une vision pour l'Europe. C'est vrai que dans le cas de Jordan Bardella, tu as le sentiment qu'en fait c'est une bête à sondage, et derrière en fait on est dans un numéro de l'apprentissage par cœur, quoi, quasiment des sujets. Et, Parce que les citoyennes et les citoyens, et je leur fais pas le procès, sont dans l'instant. Ils veulent des résultats tout de suite, dans leur vie de tous les jours, parce qu'ils ont beaucoup de problèmes à régler. La situation en 2024 n'est pas celle de quand je suis devenu élu en 2014, et sans doute pas celle de 2004 ou de 94 ou de 84 quand je suis né. Ça vous donne une indication sur mon âge. Et donc, du coup, les politiques s'adaptent aussi à cette surconsommation d'exigences et de résultats instantanément, sans avoir la capacité à attendre, à être patient. Aujourd'hui, par exemple, dans ma ville, on me reproche de faire des travaux et d'avoir voulu complètement changer le centre-ville et d'y installer notamment de la végétalisation, ce qui paraît logique aussi en 2024 dans le cadre de la transition écologique. On me dit qu'il y a beaucoup de béton. Bah oui, c'est normal, j'ai remplacé un peu de bitume par du béton et surtout, j'essaye de mettre en place de la végétation qui, a priori, ne pousse pas tout de suite. Ça s'appelle la nature. Et donc, du coup, faut attendre, puis il y a des saisons pour planter. Et hélas, tout le monde n'a pas la capacité d'analyser, surtout dans un moment médiatique où on vous vend de l'information comme on vous vend un paquet de lessive. C'était pas le cas, encore une fois, il y a 10 ou 20 ans, où il y avait quand même, les gens lisaient plus la presse écrite, analysaient plus des émissions de fond. Et même les partis politiques, que ce soit le Rassemblement National comme d'autres, ne sont plus des machines à idées comme elles l'étaient dans les années 90 ou au début des années 2000 avec Sarkozy et l'UMP. On le voit bien, ça manque d'idées. Mais ça manque aussi peut-être de leaders d'idées. Probablement. Probablement. Mais pareil, on a voulu faire rentrer la société civile dans la politique. C'est très bien. C'est très bien au niveau local, par exemple. Tous ces gens qui s'engagent au niveau local, c'est très bien. Au niveau national, il faut quand même avoir une forme d'expérience. Et on a appauvri aussi la politique, par exemple, avec le non-cumul des mandats locaux et nationaux qu'a voulu M. Hollande, en déconnectant les parlementaires de leur vie locale. C'est-à-dire que vous avez des parlementaires qui n'ont jamais été élus locaux. Ça, c'est un vrai sujet. Donc quand vous additionnez tout ça, le fait de ne pas avoir une rémunération à la hauteur de son engagement, un appauvrissement des fonctions politiques, un appauvrissement même de l'engagement en général, une instantanéité de l'information, vous avez un cocktail qui est quand même assez explosif dont se servent les populistes. Alors ça me donne l'occasion de passer au format qui s'appelle l'avocat du diable. Alors comme son nom l'indique, l'avocat du diable, c'est moi. J'aime faire l'avocat des questions les plus tordues concernant ton métier, François. Et on va commencer par la première, tu as partiellement répondu tout à l'heure, mais je vais te la donner. Les politiques sont trop payés. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Pas les élus locaux. Justement. Pas les élus locaux. Alors, je ne défends pas ma paroisse, sauf si j'ai voulu être parlementaire. Donc voilà, j'assume. Élu local, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du maire de Paris au maire d'un village de 150 habitants. Effectivement, en fonction de la strate, l'indemnité, ce n'est pas un salaire. L'indemnité n'est pas la même et personne n'est empêché d'exercer une autre activité à côté. Mais si vous voulez faire correctement le job, ça prend beaucoup de temps. Et les urgences peuvent arriver à tout moment. Et vous pouvez être disponible à tout moment, la nuit, le week-end, etc. Et pour le coup, si vous allumez votre télé, et les faits divers le démontrent, chaque maire est quand même souvent, malheureusement, exposé à des problèmes à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Donc, je pense qu'on pourrait encore un peu revaloriser la fonction de maire, et notamment des maires des petites communes, qui sont la grande majorité des communes du pays. Pour ce qui est des maires de villes moyennes ou des grandes villes, je pense qu'il n'y a pas forcément grand-chose à faire. En l'espèce,
pour les parlementaires, je trouve que voilà, par rapport au travail fourni, parfois, je dis bien parfois, mais en tout cas, par exemple, les élus du Front National sont très forts pour ça, ne participent pas quand même beaucoup aux travaux législatifs, que ce soit à Bruxelles, à Strasbourg ou à Paris. Voilà, c'est des salaires qui frôlent les 6-7 000 euros par mois avec beaucoup de notes de frais. Je pense que c'est un peu surpayé et qu'on pourrait rééquilibrer un peu avec les élus locaux. Ouais, qui eux, en effet, tu le rappelais, vous le rappelez, il y a une histoire, enfin tu disais le maire de Paris, au maire d'un tout petit village, il y a une disponibilité, sauf que le maire de Paris, il a une équipe. Voilà, une grosse équipe, il a un cabinet. Exactement. Moi, pareil, j'ai un organigramme, j'ai une structure derrière moi. J'ai un cabinet, j'ai une direction générale, voilà, j'ai un staff. Le maire rural, il a personne. Il a seul. Un jardinier, un assistant, grand maximum, et quelques élus autour de lui. Mais pareil, chaque élu a souvent une vie à côté, une vie familiale, une vie professionnelle, et tout le monde n'a pas du temps à consacrer à cela. Et en fait, c'est devenu tellement exigeant. Juste un chiffre, 40 démissions de maire par mois. Ça fait plus d'une par jour. Ouais. Donc, le scrutin de 2026, qui est le prochain scrutin municipal, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de candidats dans toutes les communes de France, comme c'était déjà le cas en 2020. Mais de plus en plus, à chaque élection, il y en a beaucoup plus. Et c'est assez inquiétant dans le cadre de la démocratie actuelle. Voilà, parce qu'en fait, on a tellement dégoûté les gens de s'engager que manifestement, ils n'ont plus envie de s'emmerder avec cela. Alors il y a une autre phrase qu'on entend souvent, je reprends ma casquette d'avocat du diable, les politiques nous mentent. Alors je ne parlerai pas pour les autres, mais pour ce qui me concerne, je ne mens jamais, je ne sais pas mentir et j'ai un vrai problème de conscience avec ça. Alors évidemment, personne n'est obligé de me croire, mais j'essaye toujours de faire ce que je dis et de dire ce que je fais. Et je pense vraiment, et d'ailleurs je pourrais l'extrapoler sans vouloir me donner un rôle qui n'est pas le mien, qu'en politique, il faut d'abord faire avant de plaire. Et qu'il n'est pas interdit de tenir ses engagements, quitte à ce qu'ils soient forcément un peu revus à la baisse, parce que contrairement à ceux dont on a parlé tout à l'heure, c'est bien aussi de ne pas raconter n'importe quoi. Et je pense que quand on est en capacité de faire de la pédagogie, d'expliquer, les gens sont totalement capables de comprendre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Les problèmes démagogiques, c'est aussi ce qui a fait mal à la politique pendant 20 à 30 ans. Raconter n'importe quoi à chaque élection. Moi, en tout cas, dans les mandats dans lesquels je me suis présenté et sur les campagnes que j'ai faites, je n'ai jamais raconté n'importe quoi. Et à chaque fois que je n'ai pas pu faire quelque chose, j'ai expliqué pourquoi. Mais ça nécessite de ne pas avoir de problème de reconnaissance, de problème d'ego, ce qui est quand même assez répandu en politique. Et donc, voilà, faire avant de plaire, ça ne veut pas dire qu'il faut être impopulaire et de détester tout le monde, sinon c'est quand même compliqué d'avoir des chances dans son scrutin. Mais toujours trouver un équilibre entre dire la vérité, faire de la pédagogie et expliquer aussi régulièrement ce qu'on fait. Ne pas forcément faire en sorte que la démocratie participative remplace la démocratie représentative à laquelle je suis très attaché. Parce que exercer un mandat, se faire élire, par définition, ça veut dire qu'on a un contrat selon les élections de 4, 5 à 6 ans selon les mandats. Cette volonté de remettre de la démocratie participative à chaque fois qu'on prend une décision me dérange un peu, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas concerter, qu'il ne faut pas communiquer, qu'il ne faut pas co-construire un certain nombre de projets, mais devoir retourner entre guillemets dans les urnes ou devoir faire des consultations à chaque fois qu'on prend une décision qui n'est pas forcément une décision majeure remettrait en cause totalement le mandat représentatif, ce qui n'est quand même pas l'essence de la République et de la démocratie dans laquelle on vit. Donc non, moi je supporte pas le mensonge à titre professionnel comme à titre personnel. En tout cas, je ne fais pas partie de cette catégorie d'élus. Et une troisième phrase qu'on entend souvent, c'est les politiques font trop de politique. Qu'est-ce que c'est faire de la politique ? Faire du business ? Politique politicienne, je pense. Ouais, mais dans l'esprit. Quand on gère une entreprise, on fait du business. Voilà. Est-ce que c'est insultant de faire du business ? La politique, c'est expliquer ses idées. Alors parfois, la politique, effectivement, peut dévier en politique politicienne, mais au sens noble du terme, c'est s'occuper de la cité. C'est-à-dire se battre pour ses idées, avoir une force de persuasion, de conviction. Et on peut le critiquer, le président de la République, mais quand il descend dans l'arène, mais même, encore une fois, des gens qui ne sont pas forcément de mes opinions politiques, de gauche comme de droite, quand un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques descendent dans l'arène pour défendre leurs convictions, et qu'elles le font de manière très engagée, très personnelle, on voit bien qu'ils y croient et qu'ils ont envie de démontrer que c'est la bonne décision. Et c'est ça aussi l'engagement politique, c'est cette capacité à emmener des personnes avec vous
sur le chemin que vous estimez être le meilleur à l'instant T pour votre ville, pour votre département, pour votre région, pour votre pays. Ça ne veut pas dire que unanimement c'est le meilleur, mais en tout cas, vous essayez de convaincre les gens que vous les emmenez dans la bonne direction. Bon, ça s'appelle faire de la communication, ça s'appelle nourrir un discours, ça s'appelle travailler, tout simplement aussi travailler des chiffres, travailler des études, être un peu aussi expert sur certains sujets, parce qu'au final, quand on est élu local, on devient un peu, pas expert, mais on s'alimente de sujets d'éducation, de sujets d'urbanisme, de sujets de culture, de sujets de sport. Et là, on a quand même voix au chapitre, puisqu'on a été élu dans le cadre d'un scrutin. Et donc, voilà, on essaye encore une fois de convaincre avec tout ce que permet de faire la politique. Mais je ne pense pas que ce soit un gros mot de faire de la politique. Moi, j'aimerais te parler d'un autre sujet. En ce moment, il y a une nouvelle série qui est sortie par Canal, qui cartonne, qui s'appelle La Fièvre, qui est dans la même lignée, et d'ailleurs, ça a été réalisé par la même équipe que Baron Noir. Et alors, pour faire le pitch très rapidement, c'est en gros 2 communicantes, avec un passé de communicantes politiques, qui s'affrontent sur le fond de la fracture identitaire française. Et donc bon, je le recommande, il n'y a que 4 épisodes qui sont sortis pour l'instant, mais je les ai mangés ce week-end, c'est vraiment très bon. Ça m'a beaucoup rappelé Baron Noir, évidemment, sans l'affiliation, que j'avais adoré. Et ça m'amène une question, parce que quand même je me suis fait cette réflexion en regardant la série. On sent quand même que la population, tous les citoyens, je pense, a vraiment un grand degré de niveau de conscience différent, ont appris à décrypter le message politique et se sont intéressés en fait à qui le façonnait. Et donc aux communicants, ce qui fait en fait des communicants politiques des personnages de fiction maintenant. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, vu que tu connais bien la communication politique, puisque c'était aussi ton ancien métier, est-ce que tu ne penses pas que les communicants sont trop exposés aujourd'hui, au point, et c'est le sens vraiment de ma question, de ternir le message final ? Moi, je suis de la vieille école sur la communication. J'estime que plus la communication est discrète et que l'on communique au bon moment, meilleur c'est. Et pour le coup, le maître en l'espèce, c'est Jacques Pilon. Voilà. Et dont Mitterrand était très proche, comme chacun sait. Que le président actuel a tenté un peu de copier au début de son premier mandat. Au début, ouais. Au début. Ouais. Pour le coup, c'est moins le créneau d'un Nicolas Sarkozy, mais chaque époque a aussi ses ressorts de communication. Je suis pas certain que la communication permanente soit forcément la solution. Sarkozy disait, je vais être ministre de l'actualité, s'il faut parler des choux farcis tous les jours, je parlerai des choux farcis tous les jours. Je suis pas certain qu'en 2024, c'est ce qu'on attend, parce qu'encore une fois, on a vu ça quand on bossait chez Havas, on peut pas le dire. On l'a dit, les canaux de communication ont été démultipliés ces 10 dernières années. Donc en fait, les gens dans leur boîte aux lettres, dans leur boîte mail, dans la rue, que ce soit dans les villes ou les grandes villes, ou dans le métro, le bus, etc., ou quand il faut au cinéma, au centre, au supermarché, ils sont exposés à je ne sais combien de canaux de communication. Donc en fait, ils retiennent peu de choses. Et nous, on avait appris qu'on retenait grosso modo 3 choses. Donc en fait, plus le message est rare, plus il est entendu. Et cette communication intempestive à travers des communiqués de presse, des conférences de presse, peu importe la responsabilité de l'élu et de la politique, qui sont parfois effectivement missionnés, commandés par les gourous de la com, comme on les appelle, ce qui est déjà quand même un peu péjoratif, me paraît pas forcément être une bonne chose. Je pense que la rareté de la parole en politique fait aussi son efficacité, et c'est ce que Pilon disait à Mitterrand. Moi, j'aimerais qu'on en revienne à cela. Et en tout cas, dans mon mandat, je communique beaucoup sur mes projets, et je fais parler d'ailleurs les autres, que ce soit mes élus de mon équipe municipale, que ce soit les journalistes qui sont dans le service communication, ou même à travers la presse locale, mais je m'exprime de manière personnelle qu'1 à 2 fois par an, à l'occasion de la cérémonie de vœux ou de la rentrée scolaire. Point final. Voilà, après, je suis interviewé ponctuellement sur des petits sujets où je rajoute la parole de l'équipe municipale, mais la surintervention permanente, la saturation de l'espace médiatique me paraît pas être une bonne chose. Donc, vous avez plusieurs profils de communicants. Alors, La Fièvre, j'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Parfois, puis il y a le communicant qui est aussi un peu frustré, qui voudrait faire de la politique. Ça existe. Ouais, ça existe. Ça existe. Et donc, il ne conseille pas toujours bien le politique, ou peu importe, le patron d'une entreprise.
Mais encore une fois, que les communicants soient un peu moins dans le superficiel et un peu plus dans les idées aussi, parce que c'est vraiment ce qui nous manque, les idées. Le problème des idées, c'est qu'il faut du temps pour les assimiler. Et malheureusement, à l'époque où on vit actuellement, on voit bien dans les audiences des chaînes de télé, on voit bien que c'est pas forcément les émissions les plus intellectuelles qui sont les plus regardées. Mais cette stratégie-là, aujourd'hui, quasiment personne ne l'utilise. Non, hélas. Ben voilà, c'est-à-dire que ce qu'il faut dire, c'est que moi je suis assez partisan aussi, je trouve qu'il y a une forme de noblesse, une forme de beauté presque artistique à la communication rare. Et Chirac l'avait particulièrement bien, Mitterrand l'avait encore mieux. Et c'est vrai que plus on se rapproche du monde actuel, enfin de notre présent, et c'est vrai que alors Macron au début avait cette dimension un peu, presque quasiment impériale. On lui a même reproché d'avoir ce côté jupitérien, très dans le fond, et justement assez décorrélé de ce qui est sale, pour parler clairement. Mais il l'a complètement perdu, puisque maintenant on voyait la dernière campagne où il est en boxeur, c'est pas une campagne d'ailleurs, mais les derniers clichés qui sont sortis. Lapsus. Ouais, lapsus, ouais. Mais je veux dire, la dernière saillie, on va dire, de boxe de Macron, est-ce qu'il n'y a pas... Moi, je pense que derrière tout ça, il y a aussi une logique du temps. C'est-à-dire qu'on n'est plus tellement... le politique ne maîtrise pas forcément les horloges non plus. C'est-à-dire que... Et c'est d'ailleurs peut-être le problème. C'est que le temps est extrêmement... fabrique énormément de médias. Tu parlais de ce que tu as dans ta boîte aux lettres, mais bon, tu ouvres Instagram, il y a des millions et des millions. Et pour pas être noyé justement dans cette masse, tu es un peu obligé de te retrouver... C'est exactement ça. Tu descends de ton trône, tu es obligé de descendre de ton trône. C'est le complément que je vais apporter. Les anciens, si j'ose dire, pouvaient se le permettre. C'est ça. Il y avait trois chaînes de télé, il y avait quelques journaux évidemment nationaux qui existent toujours. Mais aujourd'hui, je vois bien la tentation de remettre les mains dans le cambouis dès qu'un message vous échappe. Et la confiance n'excluant pas le contrôle, que vous ayez un gouvernement autour de vous ou une équipe d'élus autour de vous, quand vous estimez que malheureusement le message est mal parti, vous avez envie de quand vous êtes un peu vertical, et je suis un peu comme ça aussi, vous avez envie, vous avez été surpris, vous avez envie de reprendre les choses en main et de corriger le message, et donc ça nécessite intervention médiatique, communiqué de presse, conférence s'il le faut, message sur les réseaux sociaux. Malheureusement, une fois que la machine entre guillemets à laver médiatique est partie, si vous récupérez pas les choses, le boomerang vous échappe et vous le reprenez dans la tronche, si vous me permettez cette expression. Alors que à l'époque, vous demandiez à votre secrétaire général ou votre directeur de communication, ou je sais pas si ça s'appelait comme ça, de faire un modeste communiqué de presse pour les 3 chaînes et les 4 journaux nationaux. Ça faisait le job. Aujourd'hui, c'est impossible. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous n'existez pas. Vous faites pas les matinales, vous n'existez pas. Vous ne faites pas une interview dans la presse écrite, vous n'existez pas. Mais ça a amené, alors est-ce que c'est la poule et l'œuf, qu'est-ce qui a amené l'autre, mais ça a amené une désacralisation du politique. Et moi, j'ai en tête, si tu veux, on parle des émissions de télé, du niveau des émissions de télé, j'ai en tête le passage de Louis Boyard chez Hanouna. Alors c'est un peu particulier, parce que Louis Boyard a été chroniqueur pour Hanouna avant. Donc, c'est un peu ambigu, mais où il est, littéralement insulté, en direct. Ça a donné lieu à des sanctions du CSA, etc. Mais tu t'aperçois que la parole du politique n'est plus tellement respectée, l'image même du politique est plus tellement respectée, puisque on se retrouve avec des politiques qui sont assez régulièrement insultés, assez régulièrement victimes d'agressions. On l'a vu récemment à La Île-et-Rose, des choses qui peuvent aller quand même graves, criminelles. Est-ce que cette désacralisation du politique, elle n'est pas... pour toi, est-ce qu'elle vient en amont ou en aval, finalement, de cette profusion de communication ? En amont et en aval. Ça dépend des profils. Louis Boyard, je pense qu'il l'a un peu cherché. Il s'est désacralisé lui-même, le pauvre garçon. Comme Mélenchon se désacralise au fur et à mesure des années. C'est devenu des caricatures, ces hommes politiques. Je pense que le politique qui se respecte est respecté. Irrespectable. Et sans doute souvent respectable. Ça ne veut pas dire que je dis que, par exemple, le maire de La Île-et-Rose méritait ce qui lui est arrivé. Loin de là. Là, on voit bien, c'est dans un contexte insurrectionnel, c'est différent. Dans des sujets de sécurité dans sa commune. On est tous concernés. Et moi-même, je n'ai pas été victime directe, mais j'ai pris ma part dans les émeutes de l'année dernière.
Donc voilà, faut bien séparer les sujets. Mais quand on va faire le zouave pendant 1h30 chez Hanouna, faut pas non plus espérer obtenir un grand respect de la population, en tout cas d'une partie de la population sur ses mandats. Quand on raconte n'importe quoi dans un amphithéâtre à Nanterre, faut pas non plus espérer être respecté derrière. On va chercher un électorat, on va chercher un message simpliste et populiste, que ce soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, parce que c'est globalement de ces gens-là quand même qu'on parle. Bon, bah au final, il récolte ce qu'il sème, enfin voilà, et puis il l'assume très bien d'ailleurs. Enfin, Oui, mais derrière, ça déteint quand même sur l'ensemble ça déteint sur l'ensemble de la classe politique, effectivement. Et donc, appauvrissement, manque de recrutement de ressources humaines derrière, et on en arrive globalement à l'introduction que tu faisais tout à l'heure, et sur laquelle on a pas mal commenté. C'est que voilà, au final, plus personne n'a envie de s'engager, ou en tout cas, pas grand monde a envie de s'engager, parce qu'il y a beaucoup de coups à prendre pour peu de retour sur investissement. Si tant est que l'engagement politique ou associatif, on attend un retour sur investissement, on n'attend pas un retour sur investissement. On veut juste s'engager pour l'intérêt général, parce que comme je le disais tout à l'heure, plutôt que de critiquer dans son canapé en disant « Ah, tous ces cons là, on veut juste prendre sa part à l'affaire ». Bon, mais malheureusement, encore une fois, chacun, en tout cas dans les extrêmes, entretient sa clientèle et est prêt à tout pour entretenir sa clientèle. Et au milieu de ça, vous avez des gens quand même qui essayent de bien faire, les élus locaux. L'élu local, il est animé que par une chose, c'est faire en sorte que sa commune aille mieux, voilà, et s'en sorte bien. La politique nationale est de plus en prise potentiellement à la politique politicienne. On voit le jeu dans les chambres, que ce soit au Sénat et à l'Assemblée nationale. Encore, le Sénat est plus sage que l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, notamment depuis 2022, et l'entrée des 80 et quelques députés RN et d'un certain nombre d'excités de la France insoumise n'ont rien arrangé. Et ces gens-là participent malheureusement au spectacle délétère qu'offre la politique. Je voulais être député en 2022. Quand je vois ce que c'est devenu à l'Assemblée nationale, je vous assure que je suis très content d'être resté maire. Ouais. Alors c'est quoi le conseil que toi tu donnerais à un jeune ou un moins jeune qui a envie de se battre, qui a envie de s'impliquer dans la chose publique? C'est quoi que tu lui donnerais comme conseil, comme état d'esprit à avoir De se battre pour ses idées, de croire que tout n'est pas perdu, loin de là, qu'il faut être, il faut avoir envie de changer les choses en appuyant sur les bons leviers, ne pas se faire polluer par malheureusement ce qu'on entend et ce qu'on lit et ce qu'on voit à la télé, un spectacle qui n'est pas toujours très, 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 très intelligent. Mais il y a quand même des gens bien. Il y a des gens bien, je le disais tout à l'heure, dans le secteur associatif. Il y a des gens bien dans la politique. Et quand on est animé par son pays, par sa commune, par son département, par sa région, peu importe, qu'on s'engage. Et il y a toujours, il y aura toujours une porte qu'on pourra pousser, être reçu et essayer de faire fructifier un peu ces citoyens qui veulent œuvrer pour la vie de la cité. Voilà, je pense qu'il y a quand même encore de la place pour cela. Il ne faut pas désespérer. Même si on le voit bien qu'autour de nous, hélas, en Europe comme en Amérique du Nord et en Amérique du Sud d'ailleurs, plus récemment, le populisme, j'imagine, par exemple, le populisme a pris beaucoup de place. Mais moi, je me battrai jusqu'au dernier souffle contre le populisme parce que malheureusement, c'est la simplicité à l'état pur. Et le monde n'est pas simple. Donc par définition, les réponses à y apporter ne sont pas simples. Ça, c'était ton mot de la fin. Absolument. Bon, merci François. Mais de rien, avec plaisir.